C'était une question pour Alexandre. Je voulais savoir, vous avez fait 2 films en France, vous êtes parti aux États-Unis, vous avez refusé certains projets. Je voulais savoir pourquoi vous êtes revenu en France et faire un film avec autant d'images et de clichés américains. Eh bien, c'est une bonne question, car c'était assez voulu en fait. Donc après nos 2 films, on a eu beaucoup de propositions. On a accepté certaines pour se rendre compte en fait qu'on n'avait aucune marge de manœuvre là-bas. C'est-à-dire qu'à part l'attrait financier, la liberté artistique est complètement contrôlée par les studios, que ce soit pour des petits ou des grands films. Et on avait alors la petite ambition de vouloir proposer des scénarios, nous, aux Américains, qui nous proposaient, eux, beaucoup de scénarios. Et donc, on a écrit, en fait, un premier traitement d'Audio des Vivants, qui, dans un premier temps, en fait, racontait un épisode fictif de la jeunesse de Stephen King. C'était notre but. Et c'était très dur à mettre en place. Et donc, en fait, on s'est dit, finalement, on ne peut pas le faire aux États-Unis, ce film-là, pour X raisons. Donc, on l'a réécrit. Et on l'a fait en France, et tout en gardant évidemment ce côté américain très prononcé, qui est vraiment voulu pour nous, on en est parfaitement conscient. Et c'était un peu notre sorte d'hommage à tout ce cinéma qu'on aime et qu'on n'a pas pu faire là-bas d'une façon libre, et qu'on a pu faire en France, enfin, du moins en Bulgarie, avec des producteurs français, en ayant le contrôle absolu de notre film, ce qui compte le plus pour nous en fait. La question c'était, il a été tourné où? Parce que le tournage, l'espèce de studio, c'est fait spécial pour le film ou est-ce que c'est vrai? On n'a pas du tout les moyens de se payer un décor pareil, de construire un décor pareil. Donc à l'origine, le repère du méchant était une fête foraine abandonnée, dans les premières versions du scénario. Et c'est un lieu, en fait, évidemment qu'il fallait qu'on trouve, car on n'avait absolument pas les moyens de le construire, parce que le film coûte moins d'1,5 million d'euros, c'est notre plus petit budget. Donc c'est beaucoup d'argent dans l'absolu, mais pour faire un film, c'est rien du tout, surtout un film de genre. Et donc on s'est mis à chercher des fêtes foraines en France, des fêtes foraines abandonnées, ce qui n'existe pas. Après on a élargi nos recherches à l'Europe, et il y en a très peu en fait, parce que vu le prix des métaux actuellement, pour des raisons très basiques, les mecs revendent très rapidement, démontent et revendent l'acier. Et on a trouvé en fait juste une fête foraine abandonnée à Sofia, qui s'appelle Sofia Land, que nous avons donc visité, et en fait il y a une fête foraine totalement enclavée dans la ville de Sofia, donc entourée d'immeubles, alors que c'était pas du tout le genre de décor qu'on cherchait. Nous on cherchait un décor isolé. C'était en plus une fête foraine qui avait été rachetée par la mafia, et donc les négociations étaient très ardues. En gros les mecs nous faisaient comprendre que le prix pouvait changer du jour au lendemain, c'était un peu comme ils voulaient eux, donc on a fait bon. Finalement, on va essayer de trouver une autre solution, et en élargissant nos recherches dans un coin perdu de Bulgarie, dans la campagne bulgare. Donc il y a ces studios qui existent vraiment, qui sont les studios UFO, où sont tournés Dino Croc, tous ces trucs comme ça, tous les trucs pour les sci-fi, les Wrong Turn, etc. Et quand on a vu cette ville western, les mecs nous disaient ah oui, vous pouvez en faire ce que vous voulez, parce qu'on ne tourne plus dedans, donc on pouvait la défoncer, la graffer, la péter, et donc on s'est dit ah c'est mortel. Et donc on a réécrit le scénario en fonction de ce facteur. Moi, j'ai peut-être posé une question du coup à nos 2 producteurs par rapport à cette aventure-là. Si vous deviez la résumer d'une manière ou d'une autre, comment ça s'est passé, le travail avec Alexandre et Julien, c'était la première fois que vous travaillez avec eux, et l'aventure en Bulgarie, parce que je suppose que être sur place, ça doit être quand même assez exotique, si je puis dire, non? Oui, moi je peux vous parler de ma soirée au poker, au casino, où les portiers commencent à vous proposer une fille, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. J'ai trouvé la Bulgarie assez étonnante. C'est vraiment à 2 vitesses, c'est-à-dire qu'il y a les voitures à chevaux qui croisent des limousines. Et c'est quand même curieux comme ambiance. Ceci dit, je vous accorderai que ça n'a rien à voir avec le film, sinon que ce décor était absolument fabuleux, avec ce bateau étonnant, ces décors... Alors moi sur la Bulgarie, j'ai pas grand-chose à dire puisque j'étais mais très clairement j'étais très peu sur le tournage. J'étais là en amont et après. Et le tournage, j'y suis passée mais sans plus. Par contre, l'expérience bulgare a été
une merveilleuse surprise. C'est vrai qu'on avait beaucoup de doutes avant de partir parce qu'on ne savait pas trop, on n'avait jamais tourné là-bas. Et puis tout s'est super bien passé, une équipe formidable. Ça s'est super bien passé entre l'équipe française et l'équipe bulgare. Et puis après, concernant le travail même avec Julien et Alex, ça a été génial. Voilà, ils sont adorables. Ils ont été adorables au début. Puis on se dit ça va se gâter après, puis en fait ça s'est pas gâté, et puis on a envie de recommencer, voilà. Oui, j'avais une petite question au niveau de, par rapport aux anciens films qui étaient beaucoup plus ancrés dans une vision rurale, française. Celle-ci, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus orientée vers un marché peut-être plus grand, moins français. Je voulais savoir, c'était quoi l'ambition de la production, de la réalisation là-dessus comment vous vous positionnez là-dessus? J'en sais rien, tu vois, nous on se positionne pas sur un marché quelconque quand on réfléchit à ce qu'on a envie de raconter avec Julien. Comme je disais tout à l'heure, donc le côté un petit peu international du film est dû au fait qu'à la base c'était un projet américain. Et il faut savoir aussi par exemple que le personnage de Francis Renaud, quand on a réécrit le scénario pour la France pour en faire un French Fryer entre guillemets, donc c'est l'appellation qu'a ce genre de film dans Le Petit Giron, enfin bref. Et le personnage de Francis était un Américain. Et donc on a eu 6 mois de tractation avec un acteur américain assez connu pour le rôle. Et c'est un mec qui demandait le prix du... Non, il demandait le budget pour 10 jours de tournage. Donc on a fait, ça va être chaud parce qu'il ne reste plus d'argent pour faire le film autrement. Je peux le dire, non, mais en gros, pour vous donner un indice, c'est un Expendables. Ouh. Donc un mec habitué à la Bulgarie. Parce que les Expendables sont tournés en Bulgarie. Et bref, donc, c'était quoi la question en fait? Oui. Excuse-moi, je suis parti un petit peu... Non, c'est qu'en fait, les deux premiers films sont beaucoup plus intimistes, c'est ça? Oui, c'est vrai, oui. Mais là, tu vois, alors que notre premier film est un huis clos qui pourrait se passer un peu partout, le deuxième était une sorte d'hommage à la Bretagne, parce que c'est une terre de légende, entre guillemets, qu'on adore avec Julien. Et là, le troisième, c'est vraiment pour nous une réalité totalement fantasmée, parce que déjà, tu vois, en France, un studio de cinéma qui s'appelle Blackwood, ça n'existe pas, mais donc tu vois, c'était vraiment, c'était pas en tout cas une démarche de se dire on va essayer de toucher un public plus large, donc plus mondial entre guillemets, dans ce cas-là, vraiment de fantasmer une sorte de réalité à travers cette histoire, quoi. Dans ce cas-là, pour rapport à... Dans ce cas-là, c'était par rapport dans ce cas, le type de diffusion. Est-ce que vous allez peut-être le diffuser? Est-ce qu'il aura une sortie salle un peu plus... Est-ce qu'il y aura une interdiction peut-être moins de 12 ans, ce genre de choses? En fait, c'était pour... Alors, étonnamment, on est déjà passé devant la commission et on ne sait pas pourquoi on s'est tapé moins de 18 en sous-commission. Et après, la sous-commission, c'est un avis. On repasse en plénière jeudi prochain. Donc, je pense que nous, on est les premiers étonnés, mais ils sont fous. Parce que justement, pour nous, le film, avant tout, s'adresse aux enfants de l'âge des nôtres dans le film, c'est-à-dire... Avec Julien, nous, on est très nostalgiques de cette époque-là où, à 12 ans, tu découvrais des films d'horreur comme des fous. Et peu importe les défauts, ce qui comptait, c'était vraiment de mater un peu des films un peu foufous comme ça. Et on espère vraiment... en fait, c'est ce public-là qu'on vise avant tout avec ce film. Donc, l'interdiction nous paraît justement aberrante, puisque, comme tu le dis, on cherche vraiment à toucher l'enfant, et les jeunes, et l'enfant qui sommeille encore en vous, peut-être. Voilà. Bonsoir. Déjà, merci pour le film. Et je voudrais savoir, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans la séquence à la fin où il est dans le cimetière, en face de la tombe de ses deux potes, et il a des lunettes, il a la bonbonne de gaz, et puis on voit qu'il y en a un qui est juif et que l'autre était catholique. Il y a quelque chose à juif et catholique, ça n'a absolument aucune signification autre qu'un juif et l'autre catholique. Il y a quand même un plan il sur récupère ça. à travers la mort de ses potes, et lui, à travers ce qu'il a vécu dans le film, récupère entre guillemets les défauts de ses potes, c'est-à-dire que l'explosion de verre lui abîme la vue et donc porte des lunettes désormais comme son pote, et l'inhalation de gaz le rend asthmatique comme l'était son autre pote. Donc voilà, c'est en gros, ses potes vivent à travers lui, à travers ses défauts, post-mortem à travers lui, quoi. C'était une idée qui nous paraissait très poétique avec Julien. Alors peut-être qu'on était les seuls à trouver ça beau, mais en tout cas on aimait. Donc dès qu'on aime tous les deux, on le met. Donc voilà. Et au sujet de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que vous voulez que le film soit adapté pour les 12 ans, enfin 12, 13 ans, 14 ans. Pour les jeunes spectateurs, oui, je pense qu'un spectateur de 12 ans peut aisément voir ce film sans problème.
on parle quand même du film où elle se transperce le ventre et elle tue son bébé à travers son ventre au début. Oui, oui, oui. D'accord. Alors les choses évoluent. Non, mais j'imagine que tout le monde ici, si vous êtes ici, c'est que vous aimez un minimum les films d'horreur. Vous n'avez pas attendu l'âge légal pour voir les films. Moi, personnellement, j'ai vu L'Enfer des zombies en CM1, je crois. Et donc à peu près à 5-6 ans, tu vois, je suis toujours là et ça m'a absolument un pur électrochoc. Et tu vois, je suis ravi d'avoir vu des films très trash, très jeunes, parce que j'avais assez de recul pour me dire que c'est du cinéma. Donc oui, et on espère vraiment que des gamins très jeunes pourront voir le film. Ouais. En tout cas, il y avait des passages où c'était vraiment ça, servi par la musique aussi, quoi, le côté fantastique, l'aventure, ce genre de choses qui rappelaient, je sais pas, les Goonies, des choses plus destinées à ce public, oui, en effet. Mais sinon, il y a des passages quand même assez hard. Hein. Même moi, j'ai 27 ans, il y a des moments où ça m'a retourné le bide, quoi, hein, franchement. Merci en tout cas. Y a-t-il des questions pour un des comédiens quand même, et pas un des moindres, qui est à l'écran, très souvent nu. Là, il est habillé, en tout cas. Très belle fesse. Hein. Voilà, donc je sais pas. Moi, j'ai déjà le micro. Désolé. Je te le passe après. Bah, en fait, c'est pas une question directement pour l'acteur qui joue le tueur, mais je voulais savoir si vous avez mis du temps à le trouver, si vous connaissiez peut-être déjà. Et en fait, si c'était pas une coïncidence qu'il fasse penser au tueur de La Colline à des yeux aussi, un peu, il a un style. Donc, c'était pour savoir. Oui, La Colline à des yeux, c'était une référence parmi d'autres, évidemment, mais c'est vrai qu'à un moment avec Julien, quand on filmait justement Fabien dans les décors perdus du studio avec son masque, putain, on regardait l'écran, on se disait putain, on est en train de faire un mix entre Halloween 2 et La Colline à des yeux, c'est-à-dire la version d'Halloween 2 de Rob Zombie avec son masque tout dégueulasse. Et pourtant, on l'avait vu, le film de Rob Zombie, c'est une fois devant le combo qu'on s'est dit oh là là, mais ça ressemble vachement. Mais en même temps, c'est totalement assumé, tu vois. Donc, alors Fabien, ça a été compliqué pour trouver l'acteur idéal. Nous, au tout début, quand on écrivait, on pensait à un acteur italien qui s'appelle Nuo Tartkin, qui jouait dans un film qui s'appelle Shadow, je ne sais pas si vous avez vu ce film-là, un film assez terrifiant où un homme avec un physique assez proche de Fabien est absolument ultra flippant. On pensait aussi, mais on n'a jamais réussi à le contacter, ce mec-là, c'est-à-dire qu'impossible de mettre la main dessus. Et après, donc, on pensait à prendre un acteur espagnol qui jouait le monstre dans Rec. Vous savez, le monstre à la fin dans le grenier, qui est un mec qui fait des performances physiques assez incroyables. Mais alors lui, il ne parlait pas un mot de français, d'anglais, rien, puis impossible à capter aussi. Donc c'est voilà. Et c'est Caroline, en fait, qui a trouvé Fabien. Où tu l'as trouvé, Fabien? À Cannes, je crois. Ouais, je l'ai trouvé à Cannes. En fait, non, pas du tout. En fait, il s'est avéré que Fabien m'avait été recommandé par un ami producteur. Et moi, j'étais en pleine pré-prod du film. Et je devais le rencontrer. Et puis, ça ne s'est pas fait. Et on cherchait toujours notre comédien pour jouer Clarence. Et du coup, j'ai envoyé comme ça les photos de Fabien à Alex. Et il m'a dit, mais rencontre-le tout de suite, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et j'étais à Cannes, j'ai appelé Fabien, je lui ai demandé si on pouvait boire un café à mon retour de Cannes. Et il me dit, je suis là, il était à 5 minutes de moi, donc je suis vite allée le voir. Et je crois que ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait très vite, voilà. Et l'aventure a commencé très vite aussi. Bonsoir tout le monde, excusez-moi. Amis masqués, salut, parce que je vois qu'il y a des masques au fond de la salle. Juste un mot pour rebondir sur la question de monsieur, je vous rassure, j'ai eu peur moi-même. Hein. C'est la deuxième fois que je vois le film et très sincèrement, il y a des scènes effectivement où effectivement, on est très très estomaqué. Donc, ça c'est une bonne question, Jean-Pierre, je te remercie de me l'avoir posée. Ça c'est une question complexe. C'est un travail de composition, assez compliqué. Il faut aller chercher des tas de choses, des références dans le cinéma dont tu as parlé, Alex, mais aussi des ressources personnelles. Bon, moi j'ai une expérience assez atypique. Avant d'être acteur, j'ai fait de la spéléologie, j'ai fait de la philosophie. Et donc, en fait, je me suis inspiré à des choses, à des sources très diverses, si j'ose dire, quant au corps et quant à l'esprit. Et j'ai essayé de marier les deux, voilà, et de faire une synthèse
voilà, que vous avez vu. Et voilà. Et voilà, que je ne sais plus quoi dire. Donc, je repasse la parole à Jean-Pierre. Si tu veux dire un mot. Pas forcément. Enfin, oui, c'est... Les jeunes, enfin à la fois ta performance, les jeunes sont d'une part très crédibles, très plaisants, très beaux et très bien dirigés. Et puis alors la scène de départ avec Francis Renaud et Béatrice Dalle, où je l'ai vu tourner, il y a eu, je sais pas, 18, 20 prises au moins sur cette scène précise. Et l'un entraînait l'autre et ils montaient d'un degré à chaque fois. C'était... Le résultat final est époustouflant, quoi. C'est complètement inhumain, avec une autre Batwoman, avec la batte, de Béatrice Dalle. Et une question pour Raphaël, le compositeur. Si Jean-Pierre, tu peux lui passer ton micro. Puisque la musique joue un rôle très très important dans le film. C'est même un personnage à part entière presque. Comment tu as travaillé justement les thèmes musicaux? Comment Alex et Julien t'ont drivé? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience là-dessus? Avec Alex et Julien, bonsoir déjà, bonsoir tout le monde. Avec Alex et Julien, ça se passe de façon très simple, ça se passe autour d'un verre, on discute. Au départ, on n'a pas forcément d'idée très précise de la direction qu'on va prendre pour une scène, mais ils ont plutôt tendance, eux, à me dire « Raph, fais-nous quelque chose, on te donne carte blanche ». Et puis après, des fois ça va pas. D'ailleurs là, il y a eu clairement un moment donné où ça allait pas du tout. J'étais parti dans une direction qui n'était pas du tout leur film. Et cette fois-ci, on a vraiment discuté précisément et on est reparti. Et ça a été comme sur des roulettes sur toute la durée du film. Mais ce qui est super intéressant pour un compositeur sur ce film-là, justement, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est les extrêmes des thématiques. C'est-à-dire que moi, j'ai pu passer de musique presque douce, presque, je dirais pas sirupeuse, mais en tout cas un petit côté hollywoodien, mignon, cute, et à des passages vraiment trash, avec du sound design, où j'ai utilisé ma voix, que j'ai déformée, je me suis vraiment amusé. Et c'est ça que je trouve intéressant pour moi, c'est vraiment de passer d'un extrême à l'autre, ça m'a vraiment plu. Le film est pétri de références, mais en termes musicaux, est-ce qu'ils t'ont passé justement des scores déjà existants en disant j'aimerais bien que tu suives ce chemin-là? Puis à chaque fois ils placent la barre bien haut, ils nous mettent des thèmes tracks, c'est du lourd, il y a du Christopher Young, il y a un peu de tout. Il y avait Christopher Young, il y avait qui? Il y avait le mec, il y a le thème track de Jennifer Haidt. Ouais, voilà, Jennifer, c'est Christopher Young. Il y avait le score du Rob Zombie. Non, le seul vraiment film qu'on a demandé à Raph vraiment de regarder et de s'en imprégner, c'était un film italien assez méconnu qui s'appelle Io non ho paura, qui s'appelle L'été où j'ai grandi, I'm Not Scared. Très beau film. Un film magnifique sur une chronique adolescente, sur des jeunes gamins en Italie pendant l'été, et avec un score incroyable. Et c'était, je crois, C'est vrai que c'était le premier que tu m'as évoqué, c'était celui-là. Après, on est parti un peu sur autre chose, mais c'est vrai que l'idée au départ, c'était ça, c'était d'arriver à illustrer, pas avec de la mélancolie, mais essayer d'entraîner le spectateur dans une vision de l'enfance attachante qui vire après au cauchemar. Donc c'est vrai que, encore une fois, le contraste était intéressant en tant que compositeur à illustrer, quoi. Donc je me suis amusé comme un petit fou avec eux, comme toujours d'ailleurs. C'est pas la première fois qu'on travaille ensemble, mais à chaque fois on s'amuse. Donc tant qu'on s'amuse, on continue. C'est une question par rapport au casting des enfants. Donc, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été difficile de les trouver, de trouver ce que vous cherchez? Moi, au début, j'ai eu du mal à croire que le plus grand soit ami avec le plus petit. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas du tout le même âge. Est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est par défaut? Quasiment le même âge. Ils sont quasiment le même âge. Alors, le plus grand, c'est Zachary Chasserio. C'est un gamin qu'on avait vu dans Les Géants de Bully Lanners, qui est un film incroyable aussi. Et, en fait, ils ont très peu de différence d'âge, même si Zach fait beaucoup plus grand que les autres. Et c'est vrai que le plus petit fait plus petit que son âge, mais ils ont 14 ans. Ils avaient 14 ans pour les deux plus petits, et Zach venait d'avoir ses 16 ans. Donc tu vois, ils avaient un peu plus d'1 an et demi d'écart. Et ça s'est fait de façon très naturelle, le casting, c'est-à-dire en fait de façon tout à fait normale, c'est qu'on a vu, on avait un directeur de casting qui a dû voir 200 mômes pour en écrémer plus de la moitié, puis pour nous en présenter 30. Et sur les 30, on en a retenu 15, et après on les a vus en lecture, et sur les 15, on a retenu 4. Dont la petite fille aussi, évidemment, Sidwell. Il suffit de dire qu'il y en a un qui a redoublé, quoi. Et c'était exactement ça en plus, l'idée. C'était que le plus grand
soit en doublant, soit un peu la... Et c'est moi où au début l'impression que le plus petit est pas synchronisé tout le temps. Non, ça doit être toi alors. C'est moi, c'est vrai. Je pense. D'accord. Ah, t'as vu qu'il y a un problème de post-synchro? Bah oui, enfin, j'ai l'impression. Non. Ouais. Ah, bizarre. Donc c'est peut-être le DCP, tu sais, maintenant les films sont sur, pardon, je vais arriver à disque dur, donc ça s'appelle un DCP, et c'est informatique maintenant, tu vois, c'est plus de la pellicule, mais avec la bande son sur la pellicule, et ça arrive des fois qu'on ait des mauvaises surprises comme ça, mais écoute, apparemment... Alors en fait, il y a deux questions. C'est le combienième film français de suspense? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. De toute l'histoire du cinéma français, tu veux dire? Écoute, on non, va mais tous la reprendre récent. depuis le début. Ça, c'est pour toi, Jean-Pierre. Oui. Et la deuxième question, c'est quoi? La deuxième, c'est... je me suis rendu compte, parce que j'ai un magazine que j'aimerais vous faire dédicacer, et il y a une actrice, je pense que c'est celle qui a les cheveux noirs, qui joue dans Les Vides. C'est ça, on me trompe. Les Vides, oui, c'est ça, Les Vides. Le dans film. là. Oui, Oui, la une publicité. actrice Chloé qui joue. Coulou, qui est l'héroïne de Livide, oui. C'est juste parce que après, enfin, quand on voit à l'intérieur et celui-ci, il y a un truc avec les bébés, non, quand même. Je veux dire, il y a du Rosemary Baby, je sais pas, il y a quelque chose quand même. Bah, je sais pas, écoute, peut-être, ouais, c'est vrai qu'avec Julien, depuis, on a eu des enfants, donc je crois que c'est le plus gros traumatisme qu'on ait jamais eu de notre vie. Et écoute, je sais pas, je pense que on va dire que c'était notre trilogie sur les bébés. Et oui, on va passer à autre chose après là. Enfin, moi j'ai bien aimé quand même. C'est vrai que ça change comme un slasher habituel parce qu'on sent que vous recherchez quand même sur certaines prises à ajouter une certaine poésie. Enfin, c'est volontaire, mais je veux dire, pour vous, c'est quand même une part entière pour trancher un peu avec les autres images, non? Enfin, je sais pas si j'ai été clair. Moi, je considère pas vraiment le film comme un slasher, tu vois, donc... Si, quand même. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci. Merde, pardon. Parce que là, tu fais foirer toute la nuit à ce moment-là. Hein, c'est la nuit du film. Écoute, oui, on n'a pas la prétention d'être poète avec Julien, entre guillemets, mais c'est vrai qu'on aime, en tout cas, aller chercher ce qu'il y a de beau dans le moche. En gros, c'était déjà notre note d'intention sur l'intérieur, c'était filmer des choses dégueulasses, mais en essayant de rendre ça à peu près esthétique, et de faire de quelque chose de très laid dans l'absolu, quelque chose de très très beau. D'où le plan final, par exemple, sur l'intérieur, qui est pour nous, dans l'absolu, une image absolument immonde, et qu'on a absolument voulu rendre, entre guillemets, fantasmagorique. Et on accentue encore plus ça sur Livide, là peut-être un peu moins, car le film a un ton assez différent, mais c'est vrai qu'en tout cas, on aime bien aller chercher... c'est notre côté un peu fleur bleue avec Julien, tu vois, le beau dans le moche, quoi. Mais quand je dis que trop gentil, vous faites des films méchants pour compenser, je crois que j'ai bien résumé. Hein, c'est ça finalement. Hein, non? Je vais poser une dernière question pour conclure, en fait, si tu peux en parler, même si Julien n'est pas là. C'est quoi en fait vos futurs projets? Vous bossez sur quoi en ce moment? Écoute, je vais reprendre la rédaction de Mad Movies. Très bien. Allez, salut Fausto. Non, mais depuis, on a fait un sketch pour ABC of Death. ABC of Death 2. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le premier. Donc c'est exactement le même concept là. C'est pas d'argent et démerde-toi. Vraiment. Et vous avez fait la lettre? Quelle lettre? Bah écoute, la lettre que apparemment tous les Français ont, parce que Xavier Jeance avait fait ABC of Death le premier il y a 2 ans et a vu la lettre X. Et nous, gentiment, les mecs sont venus nous demander vous voulez quelle lettre? On fait, oh non, on est comme vous voulez, on s'en fout. Et ben, on s'est retrouvé avec la lettre que personne ne voulait. C'est-à-dire le X aussi. Voilà. Donc on sera en fin de métrage. Et puis on écrit. Et puis on va voir. Voilà. Pour l'instant, on a des projets qui sont au stade embryonnaire. Je me doute que vous écrivez quoi? Des scénarios. Non, mais écoute. Est-ce que, par exemple, juste sans forcément entrer plus dans les détails, mais est-ce que explorer d'autres genres, ça vous intéresserait? Et quand je dis d'autres genres, c'est-à-dire ça pourrait être de la science-fiction, par exemple, sans forcément rester dans le drame horrifique, comme vous l'avez fait. Le truc, c'est qu'en France, si nous, on veut rester en France au maximum, parce qu'on a nos vies de famille, elles sont primordiales pour nous.
Et on n'a pas du tout, on se sent pas du tout carriériste avec Julien, c'est-à-dire qu'on a eu énormément d'opportunités pour faire des films aux États-Unis. Et on les a pas fait justement parce que déjà les projets nous plaisaient pas forcément, et aussi parce qu'on n'a pas forcément envie de quitter nos femmes et nos enfants, et qu'on préfère rester chez nous, faire nos films. Et donc, si on veut rester chez nous, et ben, c'est à nous d'écrire nos histoires, parce que par contre, en France, on ne nous propose absolument rien, alors qu'aux États-Unis, on a dû proposer 50 scripts. Vraiment, on n'avait qu'à faire notre choix, parce que parmi les 50, il y en avait évidemment des très intéressants, mais en France, il y a une sorte de pénurie d'auteurs qui fait qu'on est obligé d'écrire nos propres histoires, qui ne sont pas forcément les meilleures histoires du monde, mais c'est ça où on ne fait rien. Donc d'ailleurs, c'est un appel à tous les scénaristes en herbe, s'ils ont des histoires à nous faire lire, on sera ravis, car on ne désire pas forcément réaliser les histoires qu'on écrit, mais si on veut rester, on est obligé. Et donc, vu qu'on est des fans hardcore d'horreur, on n'écrit que des films d'horreur. Mais on n'est absolument pas contre le fait d'explorer d'autres genres, parce que juste en guise d'exemple, le seul projet américain qu'on avait accepté vraiment en disant oui, celui-là on veut le faire, outre Hellraiser et Halloween 2 qui étaient vraiment des cas à part, mais c'était un western en fait. Et voilà, tu vois. Un western fantastique quoi, pur non, western. Non, c'était un pur western, c'était un western, le script faisait partie de la blacklist, c'est la fameuse liste des meilleurs scénarios que non adaptés par Hollywood. C'était un script que David Cronenberg avait essayé de développer pendant des années, puis le réalisateur de The Cell, Tarsem. Et notre chance, nous, c'était que le scénariste de ce film, Greg Zeller, qui avait aussi écrit The Incident d'Alexandre Cortez, adorait à l'intérieur, et donc nous a placés au top de la liste en disant non, moi je mets mon droit de veto, je veux que ce soit Bustamante qui réalise le film. C'était incroyable parce que le casting c'était Daniel Craig, etc. C'était un truc de fou. Lisons-le, et le scénario était à tomber par terre, quoi. C'était du niveau d'impitoyable, encore plus vénère, revenge et tout, etc. Et ce film est maudit, car tu vois, évidemment Cronenberg n'avait pas réussi à le faire, Tarsem non plus, nous on est des nains à côté de ces mecs-là, et évidemment nous on n'a pas réussi à le faire non plus, quoi. Mais bon, peut-être un jour. Merci à toutes et à tous. Vous pouvez applaudir toute l'équipe une nouvelle fois. Merci à tous.